premier outil, c'est un outil qui est parfois peu connu et c'est peut-être dommage d'ailleurs dans les organisations en France pour avoir une vision suffisamment complète, holistique, justement de l'écosystème, mais des individus qui rentrent en interaction avec vos cibles principales. Qu'on parle de persona, de proto-persona, d'archétypes comportementaux, peu importe. Mais en général, lorsque vous créez des outils de communication, de services, quand vous créez des expériences, vous les orientez à destination d'une cible. Cette cible, elle possède elle-même un écosystème qui lui est propre. Et cet écosystème, pour pouvoir l'appréhender, la cartographie des parties prenantes ou Stakeholder Map est un outil relativement intéressant. Au niveau de l'organisation même de l'outil, on va vous le montrer juste derrière avec des exemples, mais pour comprendre l'intérêt, c'est qu'on est vraiment sur une représentation visuelle, et donc qui dit visuel, dit partageable, donc au sein d'équipes, au sein de départements, ou même ça peut monter parfois sur des directions générales, des COMEX, en amenant souvent des états de surprise par rapport à la formalisation que ça prend, de pouvoir avoir cette représentation vraiment de l'écosystème global. Et vous allez voir qu'il est tellement global qu'on va même chercher sur la concurrence, sur des acteurs qu'on n'imagine pas toujours intervenir, mais pourtant qui a une importance, encore une fois, dans la tête de vos utilisateurs. Alors, comment ça se présente une cartographie? Il y a, comme tous les outils qu'on va vous présenter, les formalismes d'organisation sont multiples. Là, on vous propose un choix. Ça sera valable pour tous les autres. Vous pouvez le retravailler par rapport à vos besoins. Mais celui-là a l'avantage d'être relativement déjà bien implémenté, documenté et utilisé. Et donc, ça se gère en trois espaces. On a l'espace central qui est l'espace essentiel pour votre utilisateur, mais vous allez le voir, ça peut être aussi pour votre organisation. On peut transposer ça de l'individu à une marque ou à un produit. Ensuite, vous avez le deuxième cercle, où là, ce sont les relations qui sont dites, considérées importantes pour l'utilisateur. Et vous avez le troisième cercle, où là, ça devient intéressant. Donc, c'est à prendre en compte, ça fait partie du quotidien, de l'existence de la personne, mais on ne va pas plus loin. Vous pouvez trouver des modèles en PDF sur les liens qui sont disponibles. Donc bien évidemment, à l'issue de ce meetup, on va vous partager le document. Mais donc vous pouvez les télécharger et vous avez de nombreux autres templates disponibles également par l'intermédiaire de More Than Metrics. Alors, on a vu cette vision, cette organisation très très générale, générique. Comment travailler, comment la mettre en place. La première des choses, c'est qu'il va falloir faire un travail avec les parties prenantes internes du projet, avec l'équipe qui va réfléchir, dresser la liste de l'ensemble des intervenants. Et vous allez voir, si vous faites l'exercice ou si vous l'avez déjà fait, qu'il y a toujours des intervenants qui sont oubliés quand on fait la liste. Et ça crée des discussions qui sont extrêmement intéressantes, comme tous les processus de conception que l'on peut avoir, encore une fois, dans toutes les disciplines. Il y a toujours ces moments un peu magiques où arrivent des choses qui sont tellement élémentaires, tellement basiques, qu'on finit par les oublier. Et donc, de pouvoir les dresser dans une liste, puis ensuite de les placer sur la cartographie, permet de leur redonner une réalité, redonner une visibilité, et à ce moment-là aussi de redonner une réflexion autour de ça, et donc qui a des répercussions à un moment donné sur la stratégie ou sur les modes de communication qui sont mis en place. Une fois que l'ensemble des intervenants de la cartographie sont définis, il va falloir leur donner une priorité. Vous avez vu qu'il y avait 3 cercles. Donc, comment est-ce que je place mes différents intervenants dans les 3 cercles? Et là aussi, c'est quelque chose qui doit se co-construire avec les personnes qui ont la connaissance de ces entités. Bien évidemment, si vous avez fait un gros travail en amont sur la partie recherche, vous aurez suffisamment d'informations pour aussi alimenter ça. Mais ça permet là aussi de créer des discussions qui vont des fois au-delà de ce qu'on peut attendre et qui sont très très riches. Une fois que tout ça est fait,
Le plus gros du travail a été réalisé et vous pouvez placer les différents acteurs sur la carte. Et ensuite, là encore une fois, l'exercice n'est pas toujours évident, c'est commencer à imaginer des interactions physiques, réelles, pas forcément temporelles, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, on peut utiliser des flèches, on peut utiliser, comme je vais vous le montrer dans l'exemple après, des présentations avec des icônes, à condition d'avoir une lecture suffisamment simple et autoportée du document une fois qu'il est produit. Alors voilà un exemple. Alors pour ceux qui ne sont pas de Lyon, la région Rhône-Alpes, c'est un travail qui a été réalisé pour Blend-WMX, donc qui est un événement qui a lieu tous les ans depuis plusieurs années sur Lyon et donc qui rassemble les professionnels du design, du développement, de l'innovation et du marketing. Comme toute organisation, les questions se sont posées de se dire à qui est-ce qu'on s'adresse, comment est-ce qu'on s'adresse aux différents publics, avec différents enjeux. Et vous vous doutez bien qu'avec la crise qu'il y a eu cette année, ça a accéléré la prise de hauteur nécessaire pour pouvoir maintenir l'événement. Aujourd'hui, c'est un des rares événements en France qui est maintenu en présentiel sur octobre. On croise les doigts pour que tout se passe bien, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la partie centrale? Il y a eu un travail ethnographique mené avec des interviews pour créer un archétype d'utilisateur qui s'appelle Marie-Cécile. C'est la personne centrale qui est visée. Alors, je ne vais pas vous détailler les raisons qui ont amené à faire ce choix, mais il y a un tas de raisons. Et Marie-Cécile, justement, au regard de ses préférences de parcours au sein de l'événement, donc c'est quelqu'un qui connaît déjà l'événement, qui est déjà venu plusieurs fois. Voilà, on peut observer juste en dessous à gauche qu'une chose importante, c'est la rencontre de la communauté. Qu'elle va réaliser dans le village, là où il y a un petit élément jaune. Le village, c'est un espace où il y a des sponsors, où on peut déjeuner, et il y a aussi beaucoup de rencontres qui sont opérées. Et donc, on voit qu'on est déjà en train de partir sur un deuxième cercle. Le village est extrêmement important, mais en même temps, il n'est pas majeur dans la vie de Marie-Cécile quand elle vient sur le site. Tout en haut à droite, vraiment, on l'a placé à la limite du dernier cercle, vous avez la ville de Lyon. Pour information, cet événement sans la ville de Lyon n'existerait pas. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais ensuite, le rapport avec notre archétype d'utilisateur, d'utilisatrice, c'est que la ville de Lyon fait passer un certain nombre de communications auprès des personnes, organise une soirée dans la mairie centrale de Lyon la veille de l'événement. Donc, on a bien des relations qui s'établissent et typiquement, la ville, au départ, n'était pas incluse dans la réflexion. Quand la liste a été dressée, c'était mis de côté. On a également les autres événements qu'on peut avoir en France, etc., etc. Donc, vous voyez que vous avez un certain nombre de sujets qui sont adressés et vous avez des petits… Alors, ce n'était pas une volonté à l'époque quand on l'a fait, mais des petits virus qui sont en fait les irritants qu'on peut aussi donc, gérer soit avec des flèches pour les sens qu'on donne dans la relation, mais si c'est une relation qui va dans les deux sens, on peut rajouter donc des indicateurs et il y a certains irritants qui étaient connus. Le traiteur, pour ceux qui organisent des événements, on sait que si le café n'est pas bon, s'il n'y a pas assez de nourriture, ça crée des frictions importantes. C'est quelque chose d'un peu surprenant, mais c'est une réalité. Et voilà, le passage de la sécurité pour aller chercher son badge. S'il pleut, c'est au mois d'octobre, à Lyon, il peut faire assez froid. S'il pleut et que vous attendez 10 minutes dehors, forcément, il y a un enjeu. Donc ça permet de travailler ces différents sujets. Voilà, et juste très rapidement, vous avez également une orientation comme je le disais, sur une organisation. Vous pouvez porter la même réflexion sur une marque ou un produit. Je laisse la parole à Pablo pour nous parler du parcours client. Merci Bertrand. Donc, parcours client, je pense que c'est un outil que vous savez quoi c'est auparavant. C'est quoi un parcours client? Hop. Merci Bertrand. Donc, en fait, un parcours client, c'est simplement une représentation visuelle de l'expérience globale d'un client ou un utilisateur avec un produit, un service, ou comme disait Laurence tout à l'heure, c'est avec qui les interactions avec le fournisseur de service.
Alors, pourquoi on a fait le choix de présenter cet outil aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, c'est un outil qui est clé dans le processus, dans les démarches de design des services. C'est l'outil qui vient synthétiser un peu la première phase, si vous vous rappelez dans le double diamant, la phase de recherche, c'est-à-dire que c'est un outil qui, quand on finalise la phase de recherche, nous permet de visualiser et de représenter l'expérience client, les étapes qu'il va suivre et surtout les difficultés, les points de friction qu'il va rencontrer à chaque étape, à chaque point d'interaction avec le fournisseur de services. Un autre objectif, une autre raison de cet outil, c'est que, mis à part l'identification des frictions, nous permet de comparer, et ça c'est assez bluffant des fois quand on présente les résultats de la phase de recherche aux parties prenantes du projet ou du fournisseur de services, ça met en évidence en fait le décalage ou l'écart entre ce qui était prévu par le fournisseur de services et la réalité terrain. Des fois, très souvent, il y a des écarts en disant, ben, en fait, nous, on avait prévu telle chose et les utilisateurs, ils ne le font pas. On ne comprend pas pourquoi, c'est de leur faute qu'ils ne suivent pas le processus. Donc, en fait, cet outil permet de mettre en évidence tous les décalages. Alors, on a fait une petite représentation schématique pour vous présenter, comme disait Bertrand tout à l'heure, il y a beaucoup de représentations des outils. Donc, nous, on a choisi un aujourd'hui qui cherche à représenter la plupart des choses qu'on peut retrouver dans les parcours clients. Mais avant de commencer pour la partie gauche, je voudrais attirer l'attention sur la droite. Parce que quand on parle de parcours client, il faut comprendre en fait, quand on est en train de construire un parcours client, s'il s'agit d'un parcours actuel, c'est-à-dire qu'on va analyser l'existant donc au travers de la phase de recherche pour le représenter, ou s'il s'agit du parcours futur, c'est-à-dire qu'on a déjà passé la phase d'idéation, de génération d'idées, de recherche de nouvelles solutions, et donc en fait on va imaginer le parcours client futur, c'est-à-dire une fois qu'on aura mis en place les nouvelles offres de services, comment ça devrait se passer. Donc, il faut juste, la première chose à identifier quand on fait un parcours client, c'est ça. Est-ce qu'on travaille sur un service existant ou, dans le cas de beaucoup de startups, ils s'imaginent des services, ils s'imaginent des nouveaux produits et donc ils se projettent un peu dans le futur pour représenter ces parcours. Point d'attention, c'est ne pas se baser sur des hypothèses qui n'ont pas été validées. Deuxième partie, deuxième point d'attention, c'est sur le périmètre. Comme disait Bertrand, des fois, le fait de prendre un peu de recul par rapport aux fournisseurs de services et élargir un peu le périmètre, des fois, on peut se trouver à faire un parcours client global. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Un parcours client global et on peut faire un focus ou un zoom sur certaines parties qui sont critiques pour rentrer un peu plus en détail. Troisième chose, les parcours clients, en général, ils sont faits par persona, c'est-à-dire que chaque persona a une façon de vivre, d'expérimenter le service fourni. Donc, quand on fait un parcours client global, ça peut être valide mais pour comprendre un peu les étapes, mais si on veut vraiment rentrer dans les détails, l'idéal est de faire un parcours par persona. Et quand on parle de persona, ça peut être client, utilisateur, collaborateur, citoyen. Ça dépend de qui est la cible en fait, du service. Et juste sur la partie gauche, je voulais présenter rapidement comment il est construit un parcours. Donc, la partie la plus importante, c'est qu'il est découpé en phases. Donc, en général, on a le pré-service, service et post-service. Et en dessous, on peut décrire ou détailler des étapes à l'intérieur de chaque phase. Sur la construction du parcours, il y a beaucoup d'options. Ça dépend de la problématique. On peut utiliser un storyboard pour rendre encore plus visuel les actions du client ou de l'utilisateur. On peut les lister comme c'est marqué sur la troisième ligne. On peut aussi identifier tous les points de contact ou les canaux utilisés par le client pour
rentrer en contact avec le fournisseur de services, c'est là où je disais, c'est par persona. Peut-être qu'une personne âgée va utiliser ou va prioriser des canaux présentiels et une personne plus dynamique ou plus jeune, peut-être qu'elle va avoir une préférence pour le digital. Donc, pour le même service, on peut imaginer, on peut trouver différents points de contact et différents canaux pour le même parcours. Les deux lignes suivantes concernent plutôt tout ce qui est l'expérience positive et négative avec le service, qu'on peut représenter en dessous par ce qu'on appelle une courbe émotionnelle. La courbe émotionnelle, certes, c'est visuel, mais ma recommandation, c'est sur les points les plus critiques, c'est-à-dire les points les plus bas et les plus hauts, de renforcer ces moments avec des témoignages, des verbatim ou même des photos. Si c'est possible, en fait, quand vous construisez le parcours client, c'est quelque chose qui va attirer beaucoup plus l'attention des parties prenantes auxquelles vous partagez l'outil. Et même dans la construction, ça permet de mieux comprendre le pourquoi on est tout en bas de la courbe ou au contraire, on est tout en haut. Un type perso, c'est que si vous voulez faire un focus sur la partie les plus impactantes du parcours, vous pouvez utiliser c'est ce qu'on appelle l'empathy map, qui permet d'analyser un moment précis pour un personnage en particulier. C'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il entend. Donc, c'est une analyse un peu plus approfondie d'un moment précis du parcours. Ça, c'est intéressant. Donc, pour les exemples, en fait, on a deux exemples aujourd'hui. J'ai pris des exemples qui sont accessibles sur le net, comme ça, vous pouvez aller regarder l'étude des cas par la suite. Celle-ci, c'est un parcours assez complet et détaillé. C'était conçu par l'agence de design de services COS, qui sont basés en Hollande, en fait, aux Pays-Bas. Et ici, on peut voir qu'il y a à gauche les différents types de personas. On a les 3 lignes qui décrivent différents parcours et expériences pour chaque persona. Et en bas, ils sont précisés des insights, c'est-à-dire des informations clés qu'il faut retenir, qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre pour mieux analyser les résultats des parcours. Tout ce qui est en bas, je perds ma souris, ici, ça décrit les canaux, c'est ce que je disais. Sur quelles étapes du parcours les clients ils passent par le digital, sur quelles étapes ils passent sur le présentiel, ou sur quelles étapes c'est un hybride, en fait. C'est soit digital, soit présentiel. Merci. Deuxième exemple, cet outil en fait a été construit, en fait, c'est livrable, a été construit avec un outil de Modern Metrics qui s'appelle Smaply. C'est un outil conçu exprès pour cartographier des parcours clients. Mais je voulais vous montrer en fait les 3 lignes qui sont en bas. En fait, ces parcours clients, vous allez trouver aussi le cas d'étude en ligne. Mais j'attire l'attention sur les 3 lignes, en fait, les 3 segments qui sont là, parce qu'ils sont faits en étude qui est assez intéressant. Ils ont analysé l'expérience du persona, en fait, pour lequel on décrit le parcours, avec d'autres personnes. Par exemple, donc, sur cette ligne, en fait, il s'agit d'un parcours d'un infirmier. C'est avant le Covid, donc je pense que ça a changé. Mais en tout cas, ils sont, pour faire l'analyse des difficultés et des points d'inflexion, ils ont fait une analyse par type d'interaction, c'est-à-dire entre les personnes, de l'infirmier avec les espaces, donc c'est-à-dire la disposition de l'hôpital ou la clinique, et aussi sur la 3e partie, sur les processus. Il y a des processus assez réglementés qu'ils doivent suivre. Donc l'idée, ça a été d'analyser le parcours client sur 3 volets qu'on peut vraiment détailler pour combler, parce que peut-être la réponse à chaque difficulté n'est pas la même et on ne peut pas les adresser de la même façon. Je te laisse la parole. Merci Pablo. Je vais aborder la partie plan de service, donc, qui est aussi plus souvent connue sous le nom de blueprint de service ou service blueprint.
C'est un sujet qui est vraiment intéressant parce qu'il est parfaitement complémentaire avec le parcours client que vient de présenter Pablo. Vous l'avez compris, le parcours client, on est vraiment sur une organisation autour de l'utilisateur ou des utilisateurs. Et là, on part sur un processus beaucoup plus haut niveau, beaucoup plus complet, qui va cartographier de nombreux points. À l'origine, donc c'est Lynn Shostak qui a la première fois commencé à formaliser ce document. Bien évidemment, l'origine du document date de plus loin, puisque en traduction littérale, un blueprint, c'est les papiers carbone qui étaient utilisés notamment dans les cabinets d'architecture, où l'architecte créait son dessin sur les planches à dessin à une époque pré-numérique. Enfin, il y en a encore qui utilisent. Donc, on avait le joli dessin sur le papier blanc et dessous, on avait la partie carbone qui permettait de rajouter des annotations et d'avoir un certain nombre, enfin une vision complète des éléments à prendre en considération sur le projet. Et à travers ces deux niveaux, on retrouve aussi l'approche du blueprint qui est spécifique, c'est qu'on a la partie avant-scène, si on va sur la métaphore théâtrale, on a l'avant-scène, donc avec ce qui est fourni au client, qui est très esthétique, et la partie un peu arrière-scène, c'est tout ce qu'il faut mettre en place pour arriver à réaliser une réalité, un service, une expérience, etc. Alors, la structure de document, je vais la passer assez vite parce que je pense que les exemples seront beaucoup plus parlants. Le point d'entrée, donc on a deux axes de lecture. Le point d'entrée en horizontal, c'est les points de contact physiques. Donc c'est là où on prend vraiment la hauteur par rapport aux outils classiquement numériques. C'est vraiment les points de contact. Qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, on a un téléphone en main avec un site e-commerçant dessus. On a les actions de notre usager, donc on essaie de se concentrer sur un utilisateur, une utilisatrice du service principal. Et on a la première ligne d'interaction, donc on est toujours dans la ligne de visibilité, avec le personnel de l'organisation qui est en contact direct avec l'usager. C'est vraiment un point important. De là, on passe justement en arrière-scène. On a la fameuse ligne de visibilité, c'est-à-dire que tout ce qu'il va y avoir en dessous, pour chacune des étapes de rencontre avec un point de contact physique, l'utilisateur, normalement, n'aura pas connaissance ou de visibilité directe sur ce qui est produit. Donc, on a toute la dimension du personnel. On a encore une ligne d'interaction, cette fois interne, et on a toute l'interaction avec le support. Donc, je ne vais pas plus loin sur cette présentation de la structure, parce que je vais vous passer sur une partie d'exemple. Vous avez deux Américains qui travaillent beaucoup justement à la promotion de cet outil. Ils ont un guide qui est téléchargeable gratuitement en ligne. Je vous ai mis les références en dessous, qui est vraiment très, très détaillé. Ça prendrait des heures là, de le présenter. Mais pour vous donner une idée claire, l'exemple du restaurant est assez intéressant. Voilà, quand vous allez au restaurant, que vous asseyez. Alors ça aussi, c'est une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le blueprint, on intervient également en point de contact sur les temps où il ne se passe entre guillemets rien. Quand vous vous asseyez, une fois que vous avez commandé, que vous attendez de recevoir votre plat, en termes d'interaction, il ne se passe rien. Et pourtant, vous, en tant qu'individu, il se passe plein de choses. Peut-être que vous allez sur votre téléphone, peut-être que vous interagissez avec la personne avec qui vous déjeunez, etc. Et tous ces moments-là, quand on le transpose sur un projet, on se compte, j'ai un gros écho. Quand on le transpose sur un projet numérique, on se rend compte que ces temps d'attente, ces temps où on a l'impression qu'il ne se passe rien, c'est plein d'opportunités qui sont vraiment importantes et souvent qui ne sont pas saisies. Et donc, on voit que plus on descend, à un moment donné, lorsque le serveur prend votre commande, il faut bien qu'il passe par un système qui permet de gérer les commandes. Il peut être informatique, mais il peut être papier. Mais ce système, ça veut dire qu'il faut qu'il ait un carnet ou une tablette et que les informations arrivent au bon endroit. Et donc, il faut bien un fournisseur de ce système. Donc, on voit vraiment que là, on est vraiment sur une autre organisation de la réflexion et sur une cartographie vraiment globale de l'écosystème. Toujours sur le même exemple, je vous laisserai le détailler
plus longuement, tranquillement de votre côté. Mais on a vraiment là toute cette notion étape par étape qui a été projetée, encore une fois, sur un exemple qu'on peut reproduire. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est qu'on est tous, a priori, les personnes qui sont présentes à ce meet-up, déjà allées dans un restaurant. Donc, c'est des choses concrètes qui nous parlent et on se rend compte de ce qu'il y a à prendre en compte. Typiquement, si le chef n'a pas de légumes ou les ingrédients pour cuisiner, et donc là, on est en dessous de la ligne de visibilité, parce qu'en général, on ne va pas faire ses courses, et ben, le restaurant ne tourne pas. De manière un peu plus proche de nous au niveau des services, c'est un travail, donc ça c'est un vrai blueprint de service pour un vrai cas client. On était également à l'hôpital et il y avait un objectif qui était demandé à l'agence qui a travaillé d'améliorer l'accueil des personnes qui arrivent à l'hôpital. Et donc, ils ont fait un certain nombre d'ateliers, ils ont réussi à mapper l'ensemble des étapes, les points de contact. Et à partir de là, ils se sont rendus compte, grâce à cet exercice, par exemple, que lorsqu'on amenait le dossier du patient, lorsqu'il était à un instant T dans l'établissement, et le moment où il est en salle d'attente, ça peut être intéressant justement, ça laisse le temps à aller imprimer le bon dossier, faire les vérifications côté arrière-scène et aller lui remettre avec un niveau de qualité et d'échange. Donc là, on revient à l'humain, humain vis-à-vis d'humain, qui permettait d'améliorer justement la prise en charge. Et à l'issue de ça, et donc les mises en place concrètes, on s'est aperçu que, enfin, ceux qui ont mené l'étude se sont aperçus que le niveau de satisfaction des personnes accueillies était nettement meilleur. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que le temps entre chacune des étapes était naturellement réduit. Il n'y avait pas d'objectif de l'hôpital à l'époque de réduire ces temps, mais le fait que les processus soient plus fluides a naturellement fait réduire ces temps-là. Alors juste pour finir, ça c'est le dernier blueprint que j'ai réalisé au sein de l'agence dans laquelle je travaille. C'est une cartographie donc complète sur laquelle vous pouvez remarquer une ligne émotionnelle aussi qui a été rajoutée. Donc c'est ce qu'on vous disait, vous avez des outils à disposition, mais vous pouvez aller vous nourrir d'autres outils pour amener un peu plus de compréhension pour le client. Je ne peux pas le zoomer parce que c'est un projet qui est encore confidentiel, je ne peux pas trop vous en dire plus, mais on part de très très loin dans la vie d'une utilisatrice qui est autour de 70 ans et qui va jusqu'à un moment donné où elle est plus en capacité de vivre par elle-même. Et donc avec toutes des étapes de prise en charge très très complexes. Donc il y a eu beaucoup d'études, beaucoup d'ateliers, beaucoup de travail. C'était fait pendant le confinement. Donc tout a été fait à distance au niveau des ateliers. Et on a réussi à produire un document qui fait 5,10 mètres de long sur 80 cm de haut. Donc, on l'a imprimé, on l'a amené à Paris chez le client pour aussi qu'il puisse continuer à le faire vivre. Parce que c'est comme tous les documents, en tout cas de mon point de vue, enfin de notre point de vue, tous les documents qu'on livre à des clients, c'est pas fait pour être posé dans un coin, mais c'est fait pour être vivant. Et on les a invités justement, si des éléments changent ou si des choses nouvelles apparaissent, de pouvoir les noter avec un post-it ou avec un papier pour que le document puisse être réactualisé facilement dans les mois et années à venir. Voilà, donc le focus, on retrouve ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec cette vision vraiment complète des éléments à prendre en compte dans une expérience de ce type-là. Très bien. Merci. Et donc, pour finir, on voulait vous présenter un quatrième outil qui est sur la phase de test en général, mais pas que. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Desktop Walkthrough, on n'a pas trouvé la traduction exacte ou représentative en français, mais en fait, c'est une maquette, une représentation physique à petite échelle d'un service. Des fois, quand on essaie de rendre tangible une application ou un site web, pour la tester, c'est assez simple parce qu'en fait, on a des écrans, on peut interagir avec des objets. C'est la même situation quand on veut prototyper ou tester avec des produits. On a quelque chose de tangible à montrer aux potentiels clients utilisateurs pour jouer avec. Mais quand il s'agit des services, des processus, comment on fait? Donc, du coup, on utilise cet outil qui nous permet en fait de jouer les interactions entre les personnes, mais aussi des personnes avec des interfaces. Je passe à la suite, je vous explique l'objectif.
en même temps. En fait, l'objectif, comme dans tous les outils de prototypage, c'est de valider un concept, c'est-à-dire de s'assurer que la proposition qu'on est en train de faire, le nouveau service ou que la valeur qu'on a imaginée pour le client correspondent aux attentes, aux besoins et aux difficultés rencontrées pour le client. Alors, ici, je voulais vous partager deux choses, parce que certes, les ateliers et les prototypes, il faut les préparer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut improviser en atelier avec les clients. Donc, je vous ai mis une liste des actions que, vu le temps qu'on a, je ne veux pas me passer trop de temps, mais le plus important, comme dans tous les outils ou tous les outils des ateliers de prototypage, c'est de valider ce qu'on veut savoir. C'est-à-dire, quelles sont les hypothèses à valider, à confirmer, et construire des prototypes qui nous permettent de faire cela. Après, un atelier de desktop walkthrough, comme ça se passe, c'est assez simple. C'est la partie droite. Donc, en fait, il y a quelques consignes qu'il faut respecter. C'est que chaque fois qu'on commence à jouer les scènes du début à la fin, il faut essayer d'arriver à la fin. C'est-à-dire qu'on ne doit pas couper l'atelier à moitié pour recommencer. C'est très important d'aller jusqu'à la fin et recommencer et itérer à plusieurs fois, à chaque fois. En fait. Et un avantage, un type, en fait, une consigne perso, c'est avoir quelqu'un qui va avoir un rôle d'observateur dans l'atelier, quelqu'un qui va prendre des notes tout le temps, mais qui n'aura pas un rôle à jouer. Et à tout prix, il faut éviter la téléportation. C'est-à-dire que des fois, quand on est en train de tester, je vais vous montrer des exemples, des fois on est en train de jouer des étapes. Donc en fait, les étapes, les phases du parcours client, on les connaît. Des fois, on dit, bon allez, je commande, ou comme on disait Bertrand tout à l'heure dans l'exemple, je passe ma commande au resto et après je reçois mon assiette. Ben, en fait, entre les deux, il y a plein de choses qui se passent. Donc cet outil nous permet aussi de jouer avec des cartes ou des Lego, de Playmobil ou même des bouts de carton. Qu'est-ce qui se passe à chaque étape? Et chaque personne aura un rôle à jouer dans cet outil, c'est-à-dire les participants de l'atelier. Ils doivent respecter leur rôle et jouer les scènes une par une. Donc, je voulais partager avec vous deux exemples. Ça, c'est de la Goba Lyon Jam 2018. Donc, on a une métaphore, c'est-à-dire qu'ici, il y avait 3 niveaux. Donc, c'était l'évolution de carrière des personnes dans le secteur public. Donc, en fait, pour représenter cette évolution, on montait sur des étages dans leur carrière. Et en deuxième partie, un deuxième exemple, c'est un peu plus concret. On peut utiliser des outils Lego, carton ou autres pour jouer différents scénarios et le jouer encore et encore et encore une fois pour voir quels sont les différents résultats à chaque fois. Ça nous permet en fait de prendre des notes, d'analyser les situations et améliorer le prototype et le service des formes itératives. Voilà. Et juste pour finir, je voulais partager avec vous 2 outils qu'on utilise pas mal pour cet outil, en fait, deux ressources qu'on utilise beaucoup pour cet outil. Merci. Le premier, c'est cette bibliothèque en fait, des images qui sont à disposition en open source par SAP. Je vous ai mis le lien en dessous et on va vous envoyer ça par la suite. C'est à imprimer, à découper, on peut les utiliser. Et deuxième outil, c'est les Playmobil Pro. Il y a beaucoup de monde qui utilise des Lego, mais il y a un avantage avec les Playmobil, c'est que cet outil, cette boîte d'outils, il y a des personnages blancs. Donc, en fait, on ne perd pas du temps à les s'habiller, à trouver la bonne couleur, etc., etc. Et on veut se focaliser sur les actions qu'il fait, les points d'inflexion, et s'il faut les customiser ou il faut les personnaliser, ben, on peut le faire directement sur le Canva blanc, c'est-à-dire sur le Playmobil blanc, pour, comme dans la photo à gauche, rajouter 2 ou 3 accessoires qui nous permettent d'identifier chaque partie prenante du service. Alors, voilà, on vous a présenté 4 points, 4 outils de manière assez rapide. On les a quand même survolés, mais voilà, c'était une première réponse autour de ça.
Pour ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse, on vous propose d'aller un petit peu plus loin. Et alors, pour l'instant, pour les Lyonnais, voilà, Pablo organise le 5 août un service design drinks. Donc, on est en train de valider le lieu et l'horaire. Mais en tout cas, on vous propose de se retrouver le 5 août pour rééchanger sur ce qu'on vous a présenté, s'il y a des questions particulières et surtout s'il y a une envie de prendre un, deux ou plusieurs outils et de commencer à les déployer concrètement. C'est-à-dire qu'en se basant sur un cas réel et pouvoir les travailler ensemble. Donc ça, on va partager avec vous les infos ce soir. Donc on va créer un nouveau meetup pour vous inscrire et gérer l'inscription comme d'habitude. Et s'il y a des personnes motivées pour organiser des services design drinks ailleurs qu'à Lyon, vous êtes les bienvenus. On peut tout à fait faire des événements sur plusieurs sites en même temps ou en décalé. C'est avec grand plaisir. Alors, moi, je vous propose de passer aux questions et après, on fait les dernières annonces. Sinon, on ne va pas rester dans le temps. Il n'y a pas vraiment de questions là pour l'instant. Si vous voulez les poser, on y a répondu. Il y avait une question sur le lien entre le parcours client cible et le blueprint et on y a répondu. Donc voilà, si vous avez des questions, on vous écoute. La grande question de Gabriel. Est-ce qu'il y a une frontière nette entre l'UX design et le service design? Moi, je peux donner mon avis. C'est qu'en fait, l'UX est plus focalisé sur l'expérience utilisateur. C'est la définition de l'UX, même si aujourd'hui, il couvre un périmètre beaucoup plus large. Dans le design des services, on prend encore un peu plus de recul pour s'intéresser aussi à tous les modèles économiques des solutions, des services, des processus à mettre en place en interne comme auprès des clients, mise en place des partenariats et on peut même aller jusqu'à la commercialisation des services ou des solutions. Donc, c'est plus proche aussi du design, du business design aussi. C'est mon interprétation du design des services, c'est une discipline qui essaye de coordonner plusieurs d'autres métiers parce qu'en fait, en tant que designer de services, on n'a pas une maîtrise, une expertise dans tout, mais on s'appuie aussi sur d'autres métiers comme l'UX, l'UI, le business design ou l'économie circulaire. Il y a plein d'autres métiers et nous, on a un rôle un peu de facilitateur ou de coordinateur. Alors Charlotte, qui pose la question de savoir quel est le lien entre service design et design thinking. Le design thinking est appliqué au service. En fait, c'est le design thinking appliqué au service. Vous voulez compléter, les garçons? Merci. En fait, comme on l'a montré, il y a énormément d'outils qui sont partagés par les différentes manières de travailler. Le design thinking, ça a été formalisé. Alors, avant que ça soit IDEO qui le prenne, il y avait une autre définition. Donc voilà, ça a évolué dans le temps, ça continue à évoluer. Le service design est arrivé un petit peu plus tard, mais on est vraiment dans cette même démarche. On va chercher les outils les plus adaptés aux besoins et comme l'a dit Laurence, on est vraiment sur une dimension servicielle et en ce sens, peut-être que c'est juste une histoire de définition, mais on fait vraiment, on donne vraiment toute la place à l'ensemble de l'organisation et l'ensemble des parties prenantes autour de l'organisation pour fournir un service de qualité à une personne. Donc, on est vraiment sur une trame aussi bien verticale qu'horizontale. Juste pour compléter, le design thinking, c'est une posture, c'est une approche. C'est-à-dire que le design thinking, il peut être appliqué au design d'interface, au design des sites web, au design des produits. Et en fait, service design applique les principes du design thinking à la conception des services. Alors, du coup, pour faire le lien avec ce que vient de dire Bertrand et la question de Bruno, le walkthrough est-il plutôt destiné à du prototypage ou à être utilisé en
en phase de découverte, en fait, on peut aussi l'utiliser en phase de découverte parce que comme on est dans l'exploration de quelque chose de complexe, ça peut aider à visualiser des interactions existantes avec des petits personnages, avec des jeux de rôle, etc. En fait, tous les outils peuvent être adaptés à n'importe quelle étape du processus. On peut, voilà, on peut, quand on se sent à l'aise avec les outils, on peut complètement les adapter pour tout un tas d'autres usages. Il y a une phrase d'Adam Lawrence que j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir un petit peu les vidéos notamment qu'il produit. Il parle toujours de shitty first draft. C'est vraiment cette dimension que ce soit en prototypage pour test ou en phase de découverte où on se pose des questions sur un concept ou un service. Il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Il y a plein d'outils qui peuvent être déployés très rapidement. On l'a vu avec des Playmobil, avec du papier. Ça permet déjà d'aller à la rencontre des utilisateurs, de mettre en test et vite de savoir si on est dans le bon ou s'il faut réorienter. D'autres questions? Alors, je ne cherche plus la perfection. Ah oui, alors, on parle de la perfection. Merci Marie. Alors, comme on disait, il y a deux postures sur tout ce qui concerne les outils et les livrables. Certes, en fait, dans les outils, on est en mode co-créatif avec des participants. Donc, c'est, comme disait Bertrand, le shitty first draft ou en français, en première, brouillon merdique. Donc, l'idée, c'est de vraiment d'avancer à construire des choses et aller vite. Sur ce qui, en fait, on va jamais arriver à la perfection parce que le service est évolutif. C'est-à-dire que nous, quand on met en place un nouveau service, l'expérience client change. Donc, en fait, dans l'idéal, il faudrait refaire toutes les phases encore une fois pour voir et comprendre comment le nouveau service, la nouvelle fonctionnalité qu'on vient de mettre en place a impacté l'expérience client pour essayer de l'améliorer encore plus. Donc, je suis d'accord avec toi, Marie. Nous, on travaille dans le design des services avec le concept d'outils. Et certes, par une question contractuelle avec nos clients, on est très souvent obligé à faire des livrables, mais c'est des outils évolutifs. Et c'est vrai que la complexité, c'est toujours un sujet, justement dans nos sujets. Ce qu'il faut voir, c'est que par moment, on ne peut pas passer à côté. Notamment, plus on monte dans des niveaux écosystémiques, on ne peut pas passer à côté d'une forme de complexité. Ce qui est intéressant, et justement avec les outils qu'on vous a montrés, c'est de trouver le bon équilibre, encore une fois, avec le client, puisque c'est lui qui nous fait sa demande, pour justement trouver le bon niveau de compréhension, de lecture et de clarté qu'on va ensuite délivrer. On peut très très vite, et là je te rejoins Marie, on peut très très vite partir sur des choses qui sont illisibles et qui ne serviront à rien, et on se retrouve après avec des clients quand on leur parle de travailler sur certaines méthodes qui nous disent non, moi je veux plus ça du tout, et ça marche aussi pour les personas, j'ai plein d'agences qui disent je veux plus entendre parler des personas, parce qu'il y a eu à un moment donné une espèce d'engouement et on s'est retrouvé avec des choses qui n'étaient pas forcément utiles pour le client. Donc encore une fois, complexité, il faut vite définir le degré avec le client et surtout être très attentif à ne pas rentrer dans quelque chose qui devienne une usine à gaz et où on ne comprenne plus rien. Alors, ce que je peux rajouter aussi, c'est que pour répondre à Marie, il y a la phase du constat, où on doit simplifier, on doit poser des choses de manière claire et de manière à ce que tout le monde partage la même langue sur une situation existante. Et puis, il y a la phase du déploiement. Et la phase du déploiement, elle doit être suffisamment précise et claire pour pouvoir être intégrée dans la roadmap, puisqu'on enchaîne sur de l'action. Donc voilà, c'est une espèce d'équilibre entre précision et simplicité. Mais en tout cas, les parcours cibles et les blueprints, ils sont orientés vers l'action et donc on doit avoir un niveau quand même de finesse et de détail suffisant pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire. Ok, donc je vous propose pour finir une petite dernière annonce. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la communauté de Service Design Drinks à Milan
est assez importante depuis plusieurs années, je dirais 5, 6 ans ou même plus. Et depuis 2017, ils s'intéressent, ils ont lancé en fait un projet, une initiative qui s'appelle Transforming Designers. Et donc, l'objectif de cette initiative, c'est de comprendre l'évolution des métiers du design. En fait, c'est quel est l'impact du design dans la société, dans les entreprises. Comme vous êtes très, très au courant, au début, les designers ou le design venaient plutôt des studios de design. Aujourd'hui, on peut retrouver des designers un peu de partout dans le secteur public, secteur privé, organisations, associations. Et donc, en fait, ce projet, cette initiative de Services and Drinks, auquel ils nous sont invités en fait, à faire partie, donc on est partenaire dans ces projets, cherche en fait à comprendre l'évolution du design aujourd'hui. Pour cela, en fait, ils vont proposer 3 formats. Donc, d'un côté, c'est ce qu'on a à gauche, le Global Snapshot, c'est-à-dire c'est une espèce de rapport annuel qui synthétise l'évolution du métier depuis 2019. Ils sont en train de lancer des conférences avec des experts. Donc, c'est vraiment des experts en design. Et quand on parle de design, c'est design au sens large, qui souhaitent partager leur vision de l'actualité et la voix des designers. Donc, en fait, c'est un format table ronde où on va échanger avec la situation dans chaque pays ou différentes villes pour en fait enrichir cette réflexion. Il y a une autre façon de participer et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Ils ont lancé un survey, c'est-à-dire un questionnaire pour que chacun puisse s'exprimer sur la participation, l'importance du design chez vous, en fait, en tant que studio de design, secteur privé, particulier, privé ou public, pardon. Donc, je vous invite à aller sur le site de Transforming Designer. Il y a un petit questionnaire qui dure à peine 5 minutes et qui va nous permettre, en fait, de mieux comprendre la situation, surtout en France, du rôle du design dans l'actualité. Voilà pour le Transforming Designers. On vous a mis en lien, vous verrez 4 liens vers des ressources, justement. Et voilà, on s'est servi notamment des illustrations de Service Design Tools pour cette présentation, mais vous verrez, il y a beaucoup plus de documentation à l'intérieur. L'ensemble est accessible gratuitement. Et on vous a mis 4 ouvrages de référence autour du service design pour ceux qui veulent découvrir ou creuser. Il y a les deux dimensions dans cette petite bibliothèque. Voilà, en tout cas, on vous remercie chaleureusement d'avoir pris ce temps-là entre 13h et 14h pour voilà, cette présentation de 4 outils. On va mettre en ligne la vidéo d'ici quelques jours. On vous a mis le lien direct vers la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire également. Laurence. Oui. Non, il n'a pas suivi. Je te proposais le mot de la fin, Laurence. Ah, pardon. J'étais en train de regarder le fil. Oui, voilà. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que je vous envoyais le PDF sur le fil là, de la présentation. On vous l'enverra aussi avec le lien vers la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous inscrire. Alors, c'est même plus qu'une invitation. On vous recommande chaudement de rejoindre la communauté du SDN. Voilà, plus on sera nombreux et plus on fera porter la voix du design de service en France. On a besoin de renforts. Donc, on est à votre disposition pour répondre à vos questions sur le chapitre français, toutes les activités qu'on peut mener au sein de cette magnifique association et communauté. Voilà, à très bientôt donc. Merci beaucoup et bon après-midi. Bon après-midi. À bientôt.